Mais tu m'avais pas envoyé ça dans la liste là, dis donc. Qu'est-ce que t'es en train de me faire? Oui, il y a eu des histoires. Alors la première fois en 2012 qu'on a fait Incroyable Talent, c'était horrible. Ouais. Il y a vraiment rien qui s'est passé comme prévu. On était très très dégoûtés nous de ce qui s'était passé. On fait notre compète avec cette choré. On la danse, on devient champion du monde. Mais c'est un truc de psychopathe. En vrai, c'est vraiment un truc de psychopathe. Tu lèves la tête et il y a des gens encore en haut. Mais c'est une dinguerie. Moi, j'ai déjà dansé. Tu danses, t'as des gens là, tu vois. Puis là, ici, tu vois, ça monte un petit peu. Là, t'es là comme ça. Puis il y a encore des gens qui sont là. Mais c'est ouf. C'est ouf. Waskar Alcon, bienvenue dans Parlons peu, parlons passion. Comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Bah ça va super, je suis très, très heureux de t'avoir. Bah merci de m'inviter. On commence un peu notre podcast avec des petites questions. Ce sera des questions courtes, réponses courtes, juste en quelques mots. C'est parti. Est-ce que tu es plutôt freestyle ou chorégraphie planifiée? Je suis plutôt chorégraphie. Est-ce que tu es plutôt en solo ou en groupe? C'est une très bonne question. On développera après, mais... Ouais, non, je pense que j'ai passé ma vie plus en groupe que solo, Okay. donc je vais dire en groupe. Est-ce que tu es plutôt hip-hop old school ou new school? T'es bon, hein? Ouais. Je pense que dans mon cœur de danse, je vais dire hip-hop old school. Ok. Scène française ou internationale? International. Et plutôt battle ou showcase? Showcase. Ok. Merci pour les petites réponses. Après, on va développer tout ça. Ouais. Donc, toi, tu as commencé en tant que danseur professionnel avec The Rookies. Vous avez décroché des titres prestigieux comme celui de champion du monde. Vous avez aussi marqué les esprits lors de 2 saisons d'Incroyable Talent. Et en parallèle, tu es chorégraphe, metteur en scène et tu organises des événements dédiés à la culture urbaine, notamment à Nantes. C'est à peu près ça, j'ai rien oublié? Non, je pense pas que tu as oublié quelque chose. Okay, non, cool. C'est à peu près ça. Comment tu as découvert ta passion pour la danse? Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que ça vient depuis ton plus jeune âge ou... y a dans ma génération, donc j'ai 31 ans, mais dans ma génération, on est devenus danseurs. Beaucoup, on est devenus danseurs à cause d'un film Ok. qui s'appelle Street Dancer. Et donc, du coup, je suis plus tombé forcément dans la danse, mais surtout dans toute l'imagerie de ce film. Donc, tu avais tous les codes du hip-hop en fait dans un seul film. Et c'est ça dont je suis tombé amoureux perso. Et il y avait ce truc mortel, c'est que quand tu kiffes un film et que tu te rends compte qu'il y a d'autres gens qui kiffent le film, bah du coup en fait tu te rapproches de ces mêmes personnes, Ouais, c'est réuni. et ça devient tes potes. Ouais. Donc moi je suis tombé fan, mais je pense que j'étais trop relou même avec ce film, c'était le film de ma vie. Et j'ai rencontré un groupe de potes, dont un qui était dans ma classe, qui est Tony, avec qui je danse encore aujourd'hui. Ouais. Donc je te dis ça, j'étais en CM2. Hein. Ok. Et du coup, c'est avec lui qu'on a kiffé le film ensemble. Et donc du coup, tu te mets à répéter un peu les moves du film. Et après, tu prends un cours ici, un cours là. Et en fait, moi, je suis tombé amoureux du hip-hop. Pas seulement de la danse. Et je pense juste que la danse, bah, c'était un peu le truc impressionnant qui faisait qu'on pouvait exister d'une certaine manière, je pense. Puis exister auprès des autres, exister auprès des filles aussi, en sincérité. Ouais. C'est sûr qu'il y avait un jeu de séduction aussi par rapport à la danse en soi. Ouais. Mais moi, c'est comme ça que je suis tombé amoureux, donc assez jeune, de la culture, mais je me suis jamais vraiment dit je vais en faire ma vie ou je vais en faire un truc régulier. C'était là, ça planait. Ça a fait en sorte que j'ai des potes hyper proches. Il y a des moments où on prenait ça un peu au sérieux pendant genre 2-3 semaines et après on reprenait nos vies un peu. Mais voilà, ça a changé ma manière de parler, de m'habiller, d'écouter de la musique, tu vois, tout et ça. Puis, ça a commencé très jeune, tu disais CM2, donc tout ton collège, vous avez passé à danser, je présume, dans la cour, dans plein de choses. En fait, ça dépend parce que en CM2, du coup, j'avais fait quelque chose justement avec Tony, mais c'était... je pense qu'on n'osait pas trop non plus. C'était là, mais on n'osait pas trop. On se disait pas qu'on pouvait vraiment le faire. Et non, justement, quand je suis parti au collège, j'avais plus de potes avec qui danser. Donc moi, toute la partie collège, j'ai pas vraiment dansé. Par contre,
tout ce qui est, comme je te dis, culturellement le hip-hop, bah, moi, je te dis, j'étais en baggy, j'avais une casquette, enfin, j'étais habillé hyper large. Je te dis, même la musique que j'écoute, tout ça, ça m'a suivi. Mais la danse, c'est arrivé au début et après, ça s'est... tu vois, ça n'a pas pris plus que ça. Juste parce que je pense que j'y croyais pas. Bon, tout simplement. J'ai pris quelques cours à droite à gauche, mais je ne l'ai jamais pris trop au sérieux non plus. Dans ma tête, j'allais être prof de maths, faire de longues études. Donc du coup, la danse, c'est jamais trop pris ça au sérieux. Ok. Et donc, vous avez formé un groupe de danse plus tard peut-être, qui s'appelle The Rookies. Comment il s'est formé ce groupe ? Qui est à l'origine de ce groupe ? Est-ce que c'est avec Tony et toi ? Est-ce que c'est avec d'autres personnes ? Tu peux nous en parler ? Comment vous avez pensé créer ce groupe de danse ? Bah, on n'y a pas pensé du coup. D'accord. Ça vient pas de nous. En gros, à Nantes, t'as un activiste hip-hop, un rappeur, chanteur qui s'appelle Philémon. Donc du coup, pareil, c'est ancienne génération, qui a créé une école de danse qui s'appelle la Misfits Academy. Ouais. Et dans cette école, il proposait une formation gratuite sur 3 ans pour aider des danseurs à se former à la danse de manière professionnelle. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des auditions. Et moi, j'avais un pote à moi qui avait fait ces auditions-là. Et avec ces auditions, il y a une première classe qui a été créée qui s'appelait les Misfits. Donc, il y a eu 3 générations, Misfits, Néo-Misfits et les Rookies. Ok. Donc, du coup, quand les Misfits ils arrivent, moi, j'avais mon pote qui faisait les entraînements et tout. Et je voyais son niveau qui augmentait de fou. Et en fait, eux, ils ont commencé à faire rayonner la ville de Nantes au niveau national dans les compétitions. Ok. Parce que leur niveau il augmentait, et puis ils ont fait des vidéos. Et avec Tony et d'autres potes, bah nous, on les voyait, on se disait, mais nous, on veut faire la même, quoi. Donc les Misfits, ils sont plus grands que vous en âge et... Oui, s'ils sont plus grands que nous. Moi, mon pote, il a genre 1 an de plus, voilà, mais la plupart, ils étaient vraiment plus grands que nous en âge. Mais c'était même pas une question d'âge, hein. Ça s'est fait comme ça. Mais en tout cas, le groupe Misfits s'est formé avant The Rookies. Totalement. Ok. Le concept de ce groupe, c'est qu'il devait exister que 3 ans. Ouais, d'accord. Nous, on a créé notre groupe de notre côté, on faisait notre truc de notre manière et tout. Inspiration Misfits à fond. Puis inspiration, il y avait des émissions de télé aux États-Unis, America Best Dance Crew, qu'on saignait, les Jabberwockies, tout ça. Mais avec Tony, en gros, dans mon groupe, il y avait Tony, Knox, Sylar et d'autres gars. Mais Tony, Knox, Sylar, ils sont dans les Rookies, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait les auditions de la 3e génération et on a été pris pour faire partie d'une classe, donc pas un groupe. Ok. C'est vraiment quand on a vu que les Misfits ils pouvaient faire des trucs de ouf, on s'est dit en fait nous aussi on peut faire. On a fait les auditions, on a été pris. Donc du coup on a été formé, coaché par Philémon. Et c'est juste qu'au bout d'1 an, il y avait des gens qu'on connaissait pas dans la team. Mais au bout d'1 an, en fait, on s'est rendu compte du lien qu'on avait déjà créé tous ensemble. Et surtout du fait qu'on avait les mêmes envies d'avoir un groupe. Ouais. Et donc, du coup, avec le coach, on a décidé d'arrêter la formation et de devenir un groupe. T'as quel âge à peu près à ce moment-là ? Moi, je suis rentré dans le groupe, j'avais 18 ans. Ok. Ouais, c'est ça, je crois que j'avais 18 ans. Et à quel moment vous vous dites, ok, là, donc le groupe s'appelle The Rookies, je suppose en référence à la formation qui s'appelait Rookies. C'est ça, c'est en gros les Rookies, c'est les nouveaux, tu vois. Okay. Donc l'idée c'était que la première année on s'appelle les Rookies parce qu'on vient d'arriver dans l'école et que après la 2e année tu as un autre nom et puis tu commences à avoir et en gros quand on a décidé de devenir un groupe, on s'est posé la question du coup on s'appelle comment Et dans la discussion, je me souviens avoir dit en fait je trouve que The Rookies ça le fait de ouf, ça claque. Ouais, mais ça veut dire que en gros on est un peu nouveau t'es nouveau quoi qu'il arrive, mais c'est totalement ce qu'on veut défendre, c'est que on avait cette tagline où on disait Forever Student,
C'est que toute notre vie, on a des choses à apprendre. Donc le fait de s'appeler Rookies, c'est aussi pour se rappeler qu'on a encore plein de choses à apprendre, peu importe le niveau ou peu importe les compétitions qu'on va gagner. Ok. Et donc c'est comme ça que le groupe il s'est créé, avec Phil et moi à la tête de ce groupe. Même si du coup après quelques années on s'est émancipé nous aussi pour pouvoir grandir de notre manière. Moi je te dis, j'avais 18 ans quand ça a commencé, mais la plupart ils étaient même plus jeunes que ça. Ok, ouais. Donc tu vois, t'es jeune quand même à 18 ans. Sûr. Puis t'as pas la maturité qu'on a aujourd'hui. Exactement, puis à bout d'un moment t'as envie aussi d'avoir tes propres idées, mener tes propres projets. Déjà c'est une grosse force de maturité à 18 ans. Enfin, moi je me remets quand j'avais 18 ans. Je pense que j'avais pas cette maturité encore. Moi, je faisais que pour sortir en boîte, en fait. J'allais même pas au cours de mes études et tout. Donc voilà. Donc je pense que ça t'a formé aussi, ça t'a forgé aussi de. Je sais pas en fait si c'était si maturité c'est le mot. En fait, je pense qu'on était tellement déter. Ouais. On a un groupe qui nous a montré que devenir champion c'était possible. Et nous, quand on s'entraînait avec les gars, on s'entraînait dehors. Ouais. Quand tu t'entraînes dehors et que d'un coup, tu es dans une salle, tu as l'opportunité d'avoir une salle, qu'en plus, tu as un coach, qu'en plus, tu es suivi, que tu commences à faire des belles vidéos, que tu es appelé pour faire des belles scènes, que là, tu te dis, non mais attends, là, je peux... On sortait, hein, tu vois, on était jeunes, mais je sais que dès qu'on rentrait en compétition, on sortait plus, on avait vraiment envie de gagner, tu vois. Ouais, et puis tu t'appliques une rigueur comme un grand sportif. Ouais. C'est la compète, on sait pourquoi on veut le faire et on sait où est-ce qu'on veut aller. C'est ça. Et est-ce que donc vous formez donc ce groupe-là, c'est quoi le premier moment où vous dites on a un truc de spécial, on a réussi à accomplir quelque chose Déjà, le truc de on a un truc de spécial, il s'est beaucoup joué sur notre relation à nous. On est parti à Morzine, donc pour faire un bootcamp, pour s'entraîner pour une compétition. Donc du coup, une semaine à la montagne où on allait faire du snow le matin et l'après-midi, on s'entraînait. Après-midi, soir, on s'entraînait avec exercice physique et tout. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu un truc, on va dire, socialement parlant, tu vois, genre entre nous, genre l'attachement qu'on a eu l'un envers l'autre, les uns envers les autres. C'est ça déjà qui a dit attends, là il se passe un truc. Ouais. Avant même qu'on monte sur scène pour une compétition ou quoi, on avait déjà fait quelques scènes avant, mais là il s'est passé un truc où genre on est littéralement devenu une famille après ce premier voyage, préparation pour une compétition. Ouais, bien sûr. Après on a fait que de perdre, hein, donc c'est pas À ce moment-là, il n'y a pas la réussite escomptée. Non, il n'y a pas la réussite. Je pense que le moment où on s'est dit on a vraiment un truc, c'est... en gros, on avait fait une vidéo où les gens, déjà, ils pensaient qu'on n'était pas français sur la vidéo. Bêtement, la vidéo, elle tombe dans l'ordinateur d'une marque qui travaille avec le World of Dance. Et donc du coup, le directeur du World of Dance qui voit la vidéo, qui kiffe et qui dit si vous êtes chaud, vous pouvez venir à Los Angeles danser sur scène. Ouais. Déjà, tu te dis mais attends, mais c'est quoi ce truc ? Et je me souviens très très bien quand j'ai eu l'information, je me suis assis et j'arrivais pas à y croire. Ouais. Le World of Dance, ça a changé. Aujourd'hui, on n'a plus le même rapport à cet événement. Mais avant même, il n'y avait pas autant de vidéos de danse. Et le World of Dance, c'était genre l'événement urbain le plus grand du monde. Ouais. Et la scène de Los Angeles, c'était la plus grande, quoi. On va en reparler de on en reparlera, mais je pense, tu vois, juste le fait qu'on soit appelé après une vidéo, on se dit non, mais il y a un truc, quoi. Ouais. Cette vidéo dont tu fais rapport, c'est la vidéo qui a fait 5 millions de vues. C'est celle-ci ou Non, la vidéo qui a fait 5 millions de vues, c'était bien après. Ah, c'était bien après, d'accord. Donc vous avez fait une vidéo que j'ai peut-être pas vue. On a fait 2 vidéos. Nous, on faisait des vidéos concept à l'époque où justement les vidéos concept de danse, ça existait pas de ouf. C'était très rare. Là, aujourd'hui, il y en a une par semaine, par jour. On en a fait 2. En fait, on en a fait une en noir et blanc sous la grue, la grande grue jaune, là, sur un son un peu indian. Ça, c'était notre première vidéo. Et notre deuxième vidéo,
Elle s'appelait Class Clown. On a fait ça à la fac, on est habillé en rouge, on fait les étudiants un peu fous et on jouait pas sur la chorégraphie, on faisait que du freestyle dans ces vidéos-là. Parce que j'ai commencé par le freestyle et qu'on était un groupe, on a commencé par le freestyle. Et en fait, c'est 2 vidéos qui étaient bien foutues. En fait, elles étaient cool. Ouais. C'était même pas une histoire de niveau de danse ou quoi, c'est que les vidéos, elles étaient trop cool. Mais toi, t'es danseur et votre groupe, vous êtes danseur. Mais qui est Vidias dans le groupe? Enfin, C'est notre coach. ok. Et parce que faire de la vidéo, c'est quand même un métier, c'est quand même. Il est trop fort. Ok. En fait, ce mec, il est vraiment très très fort. Il danse, c'est pas un danseur, mais il danse. Il a compris des clés de la danse et il est capable de les enseigner. Mais il fait de la musique, il produit de la musique, il chante, il fait de la vidéo, il fait des courts-métrages. Donc du coup, même en montage, filmage, il est calé de ouf. Et donc c'est lui qui a... Il a beaucoup travaillé notre image, mais aussi il nous a donné les clés pour qu'on puisse nous-mêmes travailler sur l'image. C'est-à-dire que moi, je fais du montage aujourd'hui dans la vie, surtout pour mon groupe, parce que j'aime pas travailler pour les autres gens en montage vidéo. Et c'est lui qui m'a enseigné comment faire du montage vidéo, par exemple. Ouais. Puis il y en a un dans l'équipe, il filmait, c'est lui qui lui a appris à filmer. Il y en a un qui... Enfin, tu vois, genre, il nous a donné énormément de clés en dehors de la danse. Ok, super. En 2012, vous faites La France a un incroyable talent pour la première fois. Vous revenez en 2019. Donc c'est quand même des grosses scènes françaises et surtout très médiatisées. Ouais. Comment tu as vécu cette expérience? Comment vous avez vécu l'expérience de Incroyable Talent? Alors, la première fois en 2012 qu'on a fait Incroyable Talent, c'était horrible. Ouais. Il n'y a vraiment rien qui s'est passé comme prévu. On était très très dégoûtés, nous, de ce qui s'était passé. Je pense c'était la première fois qu'on allait à la télé. On comprenait... c'est un monde différent quoi, de ce qu'on avait l'habitude. Et il y a des trucs bêtes. Quoi. On monte sur scène. Il y avait du caca de pingouin sur la scène. Il y en a un qui glisse. Enfin... Il y a des trucs malheureusement qui sont arrivés qui ont pas fait du bien. On se fait buzzer. Ouais. On finit même pas notre perf. Donc pas expérience. Il n'y a rien qui va quoi. Il n'y a rien qui va. Hyper déçu. On était dégoûtés de fou. Parce qu'on s'est dit non mais au moins on va pouvoir montrer notre perf. Après on voit quand ça passe à la télé c'est juste un flash. T'as des attentes et quand t'es sur place. Ouais, c'est ça. Puis notre coach, il avait déjà emmené une équipe avant. Il avait déjà emmené 2 équipes avant Incroyable Talent. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, tu vas aller dans la même lancée. En fait, tu fais pire que les groupes précédents. Mais en même temps, on n'était vraiment pas très fort. Je pense qu'on était plus déter que fort. C'est ça la vérité. C'était avant les États-Unis, c'était avant tout ça. Hein. C'était vraiment la première télé. C'était la première télé, c'était au tout début. Puis en 2019, vous revenez et là, vous faites demi-finale. Parce que là, on n'est plus les mêmes gens, tu vois. Et même encore, en vrai de vrai, c'est arrivé à un moment, je crois que c'était en 2018, 2019, 2019 peut-être. Mais en fait, c'est arrivé à un moment aussi où en gros, on n'était même pas trop concentré sur Incroyable Talent. Cette période juste avant le Covid, c'est une période où nous, ça s'arrête pas, quoi. Ouais. Mais dans tous les sens, hein. C'est tous les week-ends une scène. Parce que, mais en fait, on va en reparler parce que vous avez vécu ce sacre de champion du monde en 2016 qui a propulsé plein d'opportunités. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est juste qu'en gros, 2 ans après, en fait, il y a eu un truc. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais en fait... en vrai, c'est tout ce que tu as semé sur les années précédentes. D'un coup, c'était une grande année de récolte. Et donc, quand on a fait Incroyable Talent, on était aussi sur une tournée. On était en train de tourner avec un show. On avait plein de bouts de spectacle. Et on arrive à Incroyable Talent, notre premier passage. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est on assemble plein de trucs d'un coup et on les balance. On n'est même pas venu à Incroyable Talent en se disant attendez, il faut qu'on se pose, il faut qu'on... on n'avait pas le temps. Ouais, là, donc, c'est tout s'enchaîner. Ah ouais, et donc du coup, on fait une proposition.
je vais pas te dire on n'est pas fier de notre proposition, mais on sait que c'est pas une proposition, on s'est concentré comme on s'est concentré sur une autre compète dans notre vie, on sait, vas-y, c'est quoi les codes. Parce que c'est toujours ça, c'est, ok, c'est quoi les codes, c'est quoi les règles, viens, on coche toutes les cases, et dans ça, qu'est-ce que nous, on peut proposer qui est différent. Là, juste, on a pris un mash-up de ce qu'on avait fait les 3 dernières années, on a présenté, on a balancé. Il y a des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé dans le jury, c'est comme ça, c'est le jeu. Maintenant, là où on va dire le destin était avec nous, c'est que on n'a pas été pris nous pour la demi-finale. Ouais, je me souviens. En fait, vous n'êtes pas pris. Et il y a quelqu'un qui s'est blessé. Ouais. Genre, en gros, on était le nom juste après, quoi. Je sais pas s'ils prenaient 34 personnes, nous on était 35. Et il y a une personne qui se blesse, donc du coup on est rappelé. On est rappelé une semaine avant de passer. Ouais, donc préparer une demi-finale. Une semaine avant. Bah, on a pris 3 jours, quoi. Ouais, c'est ça. On a pris 3 jours, mais on s'est dit, opportunité, venez, on bloque tous les 3 jours, et venez, on fait une vraie propale. Et on a fait une propale complètement neuve, spécialement pour Incroyable Talent, avec les codes d'Incroyable Talent. Et je pense que, bah, tu sais, c'est une émission de télé. Donc, ils ont un scénario déjà. Tu vois, c'est pas juste une compète et le meilleur qui gagne. Non. Il y a un scénario, il y a des gens qui sont valorisés, qui sont mis en avant. Bien c'est sûr. Normal, eux, ils doivent faire leur audimat, c'est leur jeu. Donc, nous, on a été rappelés, mais on n'a pas été rappelés en mode on a des attentes vis-à-vis de ce groupe. Et par contre, je regarde la demi-finale, et là, dans le jury, ils disent « Waouh, ça c'est beau ». Ahmed Silla était dans le jury aussi, qui est nantais. Hein. Et vraiment, il y a des propositions chorégraphiques qui sont assez impressionnantes, comme vous pouvez faire dans vos nouveaux shows et tout ça, et vous faites une belle demi-finale. Ouais, et je pense qu'on les a surpris. Je pense qu'on a surpris la prod, on a surpris les jurys, parce que par rapport à notre première proposition, en fait, on balance plein de choses, c'est un mash-up et tout. Là, on vient avec un son, on vient avec un mood, on vient avec un costume bien précis, on vient avec des valises avec lesquelles on joue. On est venu avec un univers, même musicalement, on est rentré dans un truc à fond, donc comme on est capable de faire quand on se donne à fond. Et le grand écart entre notre premier passage et notre deuxième passage, il est vraiment grand. Parce qu'on a pris le truc au sérieux et que là, on s'est dit, attends, on a vraiment une opportunité. Et d'aller chercher la finale, et voilà. Mais moi, en fait, même pas vraiment d'aller chercher la finale, parce que, comme je te dis, pour moi, il y a un scénario et on fait pas partie du scénario. Donc du coup, c'est déjà écrit. Et... C'est déjà plus ou moins écrit. On va pas abuser non plus, mais genre, on n'avait même pas d'attente d'aller en finale parce qu'on devait même pas être là. Mais par contre, la manière dont on a marqué notre passage, c'est ça qui était important pour nous, de se dire, il faut qu'ils s'en souviennent, en fait. Exact. Et puis c'est quand même une émission qui est énormément regardée. Enfin, ça vous donne une notoriété assez folle, française, en tout cas. Et c'est cool de participer à ces émissions, même si c'est un moment où vous aviez beaucoup de demandes, beaucoup de shows à faire, et donc vous étiez sursollicité. Ouais, notre rapport au public, il a été différent après ce passage. Il y a beaucoup eu ce truc de « Ah, mais c'est vous, Incroyable Talent !» Bien sûr. Ça fait plaisir, c'est sûr. Mais ça pas... On était déjà dans une belle lancée. J'ai pas l'impression que ça a changé quelque chose professionnellement. Mais c'est notre image qui a changé, je pense. Okay. Avant de parler du plus gros sac que vous avez réussi à obtenir aux États-Unis, champion d'Europe, champion du monde, vous avez fait une vidéo qui a fait plus de 5 millions de vues sur les réseaux sociaux, qui a été tournée dans le parking d'Ikea. Alors je ne sais pas quel jour vous avez dû faire ça, peut-être un dimanche pour qu'il n'y ait aucune voiture, aucun visiteur. Tu peux nous parler un peu de cette vidéo, comment vous avez eu l'idée, parce que cette vidéo elle est vraiment faite de façon professionnelle, comme d'autres auparavant, mais elle a vraiment buzzé et elle vous a propulsé sûrement sur d'autres choses. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo ? Alors, en gros, c'est même pas de cette vidéo que je vais te parler, c'est de cette chorégraphie. Ok. Parce que c'est cette chorégraphie vraiment qui a buzzé. On a mis 1 an à travailler cette chorégraphie, parce que c'est notre chorégraphie de compétition.
C'est avec cette chorégraphie, dans une version pas aboutie, qu'on est devenu champion d'Europe la deuxième fois. Et c'est avec cette chorégraphie qu'on est devenu champion du monde. Ce qui s'est passé, c'est que on fait notre compète avec cette choré, on la danse, on devient champion du monde, on rentre à Nantes. Il y avait une fille dans le groupe, Ella, qui habite en Hollande, qui repartait l'après-midi. Donc ça veut dire que là, le jour où tu vois la vidéo, le jour où on a tourné, c'est le lendemain de notre retour. Ouais. Donc 2 jours avant, on gagne. Ouais. Et en gros, il nous fallait notre vidéo, parce qu'en fait, on savait que la vidéo, elle allait être de mauvaise qualité de notre passage. Donc on s'est dit, il faut qu'on montre aux gens ce qu'on a vraiment fait, la qualité du truc. Pourquoi le parking il est vide ? Parce qu'il est 7h du mat. C'est juste ça en fait. Il est vide parce qu'il est 7h du mat, un mardi, et qu'on est éclaté, qu'on n'a pas dormi, et qu'on est obligé de le tourner maintenant parce qu'il y a cette fille du groupe qui va partir à midi. Et on l'a fait, on était morts, nos corps ils étaient à bout. Même la version qu'on a filmée là, on la kiffait pas au début nous. Ouais, pourtant on la kiffait pas parce qu'on voyait tous les défauts, les erreurs, les fatigues, les machins, on était à bout. Et en fait on l'a sorti pour dire bah on est champion du monde. Ah bah je peux t'assurer qu'on a vu les vues nous-mêmes. Tu vois ça a eu un raisonnement qui est plus fort que Incroyable Talent pour nous. Ouais, bien sûr. Il a été plus fort parce que dans le monde de la danse, cette vidéo, elle était étudiée par des gens pour voir comment on avait construit notre show et comment eux, ils peuvent s'inspirer aussi pour construire leur show. C'était un mec qui vient nous voir, j'étais dans une école en Roumanie, ils m'ont montré votre vidéo. Enfin, tu te dis, mais wesh, dinguerie. Ouais. Et donc, du coup, cette vidéo, cette vidéo, elle représente l'accomplissement des 7 années précédentes, tu vois. Et de toutes les défaites que ça implique et de tous les efforts et les sacrifices qu'on a fait. Donc, c'est que des vues. C'est pas... c'est que des vues. Il y a la vraie vie, elle est à côté. Mais ces vues-là, c'est des gens. Et c'est ça où nous, ça nous a... C'est une reconnaissance de tout le travail accompli. Ouais. 7 ans de travail, 7 ans d'échecs, de défaites, de concours perdus et tout ça. Et en 2014, 2016, vous êtes 2 fois champion d'Europe. Ouais. Et en 2016, vous devenez champion du monde pour World of Dance. Comment ça se passe quand on participe à World of Dance ? Tu t'en parlais, quelqu'un de World of Dance a vu une vidéo de vous, vous a contacté. Et comment ça s'est passé dans votre tête, la préparation, aller aux États-Unis, concourir, et à la fin, le sacre total, on est champion du monde. Je vais juste remettre, il y a eu beaucoup cette confusion. Nous, le World of Dance, c'est une compétition de danse à laquelle on n'a jamais participé. Excuse-moi, je me gratte les yeux. Non. Mais le World of Dance, c'est une compétition à laquelle nous, on n'a jamais participé. On a toujours été invités. Okay. C'est notre relation avec le World of Dance qui fait ça. Après, la première fois qu'on est allé à Los Angeles, en fait, on a fait une perf. Et la perf, elle a vraiment aussi bien marché sur YouTube. On a eu des milliers de vues. Et la vidéo, elle n'existe plus sur YouTube telle quelle. Mais on a eu beaucoup de vues. Et donc, du coup, ça a résonné. Et on est revenu l'année d'après. Et ça a fait encore plus de vues. Mais du coup, après, on a été invité en Europe. Après, on a été réinvité aux États-Unis. Mais on n'a jamais fait la compétition. La compétition qu'on a faite, elle s'appelle UDO Street Dance. Et donc, du coup, compétition, c'est une compétition, quoi. Donc, tu fais tes présélections, t'es pris, t'es pas pris. Tu essaies d'avoir un maximum de points. Tu gagnes en Europe. T'es envoyé à représenter la France au championnat du monde. Et après, tu essayes de gagner. Donc, du coup, on a perdu plusieurs compétitions mondiales. La préparation, elle est très, très sérieuse pour une compétition. En tout cas, nous, de notre côté. C'est un truc qu'on prend très, très, très au sérieux. Que ça soit dans la préparation physique, que ça soit dans le sommeil, dans
Ouais, comme des athlètes de haut niveau. Enfin là, En fait, vous êtes des athlètes de haut niveau. En fait, c'était le but, c'est c'est que mentalement, on soit obnubilé aussi par le projet. Et donc, du coup, tu tournes toute ta vie et tout ton lifestyle autour de ça. Ouais. Je sais que pendant très très longtemps, dans le petit environnement de la danse à Nantes et même en France, on disait qu'on était une secte. Ça sortait plus, ça parlait plus à personne. En fait, c'est ça. En vrai, hein. Ouais, ça parlait plus à personne, c'était omnubilé, danse, rookies. Mais obnubilé danse, mais obnubilé nous, on collaborait avec personne. Ouais. On n'allait à aucun événement. On n'était que nous entre nous. Ça a ses avantages et ses inconvénients. On a loupé quand même des rencontres et des choses. Je pense des événements qu'on a loupé à droite à gauche. Mais le truc, c'est qu'on était trop obnubilé par nous. Mais ça a payé. Ça a payé. Vous allez aux États-Unis, enfin vous êtes sélectionné, vous représentez la France aux États-Unis, vous passez les étapes, et donc il y a une finale, je présume. Ouais. Et lors de la finale, comment ça se passe ? C'est des shows de combien de temps Show, ça dépend de la compète, mais du coup, c'est soit un show de 2 minutes, soit un show de 2 minutes 30. Okay. Tu passes les groupes les uns après les autres, t'es noté. Ouais. Et après, ils sélectionnent 10 groupes qui passent en finale. Et à la finale, c'est de la moins bonne note à la meilleure note. Donc si tu passes dans les derniers, c'est que pour l'instant, t'es premier. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, avec la pression que ça implique aussi. Quoi. Ouais. Donc c'est un peu ça le système. On a une grille de règles, de notation bien précises. Et donc du coup, nous, on travaillait avec ça. On a beaucoup étudié tous les shows qui ont gagné ou qui ont eu un prix. Qu'est-ce qu'ils ont ? Qu'est-ce qu'on doit mettre nous aussi ? Comparer notre show aux autres shows pour savoir où est-ce qu'on le place. Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Tu vois, il y a un truc stratégique aussi dans ce genre de compétition. Ouais, et en même temps, tu dois marquer. Oui, bah oui. Tout est étudié, les anciens shows, votre chorégraphie, votre mood aussi, comment on se repose, comment on dort, comment on mange, comment tout, rien n'est laissé au hasard. Non. De toute façon. Non, mais parce que, en gros, c'est trop bête. Dans le monde, il existe des gens qui sont beaucoup trop forts. Mais vraiment trop forts. Qui, eux-mêmes, en étant hyper forts, ils font énormément de sacrifices pour pouvoir gagner. Si toi, petit Nantais, tu les fais pas, tu fais pas 2 fois leur sacrifice, tu n'y arriveras pas. Bah, c'est pas possible, quoi. C'est ça. Et je sais que c'est un truc que... Tu vois, maintenant, j'ai un rapport très proche avec les danseurs de la Bolivie, par exemple, mais même avec les nouvelles générations. C'est un truc qu'on essaie d'expliquer aux gens. Vous voulez partir en compétition, vous voulez vous voulez gagner, vous voulez remporter des trucs, mais vous faites pas du tout les sacrifices qu'il faut pour. Pourquoi ? Parce que peut-être vous êtes plus fort que nous à l'époque, ça c'est sûr et certain, mais nous on était vraiment nuls. Donc quand t'es nul et que tout le monde dit que t'es nul, en fait tu te butes. Soit tu te butes, soit tu rentres chez toi, t'arrêtes et tu fais autre chose. Maintenant qu'il y a des gens qui sont plus forts, et j'ai l'impression qu'ils prennent pas au sérieux. Mais en fait le sacrifice, il est pas pris. Ouais. Et moi, je trouve que c'est hyper dommage. Et à chaque fois, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que nous, les 2 mois avant la compète, il n'y avait rien d'autre que la compète. On dormait avec notre bande-son, on se levait avec notre bande-son. Moi, ma bande-son, elle était là toute la nuit, elle tournait. Ouais. Je pouvais me réveiller en pleine nuit. Il y avait ma bande-son de mon show qui tournait encore. Je le connaissais par cœur. On apprenait à danser le show tout seul, sans personne à côté. On faisait des exercices où, en gros, il fallait réussir le show 5 fois sans erreur d'affilée. Donc, du coup, si tu n'y arrivais pas, tu retournais à zéro. Ouais. On dansait par 2, l'un derrière l'autre, pour que, en fait, si quelqu'un faisait une erreur, ça se voyait. Donc, du coup, tu recommençais jusqu'à... Tu vois le truc ? Mais c'est un truc de psychopathe. Mais c'est un truc de psychopathe. En vrai, c'est vraiment un truc de psychopathe. Et moi, je reproche beaucoup aux gens, et c'est pas tout le monde, hein. Je parle vraiment des gens que j'ai rencontrés qui ont fait de la compète et qui font encore de la compète, de pas avoir ce niveau d'exigence avec soi-même
et que très facilement, c'est ah non, mais c'est bon, c'est bon. Mais tu sais, c'est le petit truc en plus qui va faire que tu vas devenir champion du monde ou pas. Des nageurs, des danseurs, des champions de handball, c'est ceux qui ont fait ces sacrifices qui, ok, ils ont un petit truc en plus et c'est ce qui les fait passer ou pas. Après, C'est des sacrifices qui ne paient pas au début en plus. Ouais, c'est en ça, plus. c'est ça le pire. Et c'est ça qui est dur. C'est que tu fais tes sacrifices, t'arrives, tu fais ta compétition, tu finis 15e, Ouais. tu vas même pas en finale, tu rentres chez toi, tu remets toute ta vie en question, Ouais. mais la semaine d'après, t'es Tu retourné à reprends. l'entraînement et Ouais. t'es reparti et tu t'es déjà sur le prochain projet où tu prends le show que t'as fait et tu l'exploites, tu le fais vivre jusqu'à attendre l'année d'après ou le prochain bootcamp pour pouvoir reproposer autre chose. Et en fait, c'est ce truc-là où j'ai l'impression que la défaite aujourd'hui, sur certains, elle fait trop mal. Parce que je sais pas si c'est de l'ego mais elle fait trop mal au point où genre ça te fait arrêter. Et bah moi je me dis bah si t'arrêtes, si tu vas pas plus loin, c'est que c'est pas pour toi parce Ouais, que c'est le ça. monde de la danse déjà c'est pas un monde facile et c'est pas un monde pour tout le monde. Je dis pas que les autres mondes ils sont faciles, hein, Mhm. mais quand tu veux trouver ta place, je pense que les défaites, si elles t'arrêtent, c'est que c'est pas ta place. Les échecs, si ça t'arrête, c'est que c'est pas Ouais. ta place. Les sacrifices, s'ils sont trop grands, c'est que c'est pas ta place. Exact. Mais puis là, tu parles de je suis danseur, je veux devenir l'élite de la danse et le champion du monde. Donc, t'es obligé d'être résilient et d'être persévérant. Si t'abandonnes au premier échec, c'est terminé. Je sais pas si le but c'était de devenir l'élite. Je pense que déjà, nous, on croyait pas au fait qu'on puisse vivre de la danse. Mm. Aujourd'hui, c'est déjà plus ancré dans la tête des gens et c'est plus possible. Donc, du coup, le rapport à être danseur, c'est pas pareil. Nous, déjà, on voulait juste danser. Ouais. Comment on fait pour danser? On aime tellement ça que il faut qu'on danse. Maintenant, il y a ce truc de ah, j'ai envie de faire de l'argent, bah tiens, je vais être prof. Tu vois, le rapport à la danse, il est pas pareil. Mm. Être élite, c'est un objectif, mais déjà, l'objectif, déjà, c'était de vivre de notre passion, hein, tu vois. Je comprends. Après, quand vous avez été champion du monde, je sais pas si c'est après ou avant, mais vous faites une tournée en Europe où vous allez danser votre show. Vous passez de Paris à la Suisse, en Belgique, en Espagne, en Angleterre. Et puis, donc ça devait être un peu avant, parce qu'après, vous allez aux États-Unis et vous faites New York, Boston et Los Angeles. Et C'était après qu'on soit devenu champion du monde. c'est après ça, ouais. C'était après. En gros, notre tournée en Europe, elle est 2017-2018. Ok. Tu vois, c'était un an après. Notre objectif, à ce moment-là, parce que du coup, tu remplis un objectif, tu Bien en sûr. as un deuxième. Ouais. Notre objectif, c'était de faire l'émission de télé NBC World of Dance. Ok. On s'est dit, comment on va faire cette émission de télé? C'est simple, on a appris qu'il y avait des gens des émissions qui allaient aux événements et qui regardaient les groupes. Bon, on s'est dit, on va être partout. Ok. On va être partout, ils vont nous voir partout. C'est pour ça qu'après, on est allé aux États-Unis et qu'on était partout. On va leur en mettre plein la gueule. Ouais. Et ils vont pas pouvoir passer à côté de nous. Et ils sont pas passés à côté de nous. Ok. Et ça, c'est trop bien cette tournée. Enfin, vous avez kiffé tous les membres de Rookies. Non, mais partir en tournée avec ton propre show, Ouais. c'est une dinguerie. C'est trop bien. Franchement, on est hyper chanceux parce que si je compare à le circuit dit normal d'un groupe ou d'une compagnie de danse en France, c'est pas du tout le chemin qu'on a suivi, nous. Normalement, c'est un process dans lequel moi je suis aujourd'hui, mais du coup, tu montes un spectacle de 45 minutes, tu vas chercher des subventions, tu essayes de te faire reconnaître par les instituts françaises, ensuite tu te fais booker, ça prend 2-3 ans et tout, enfin c'est long. Nous, c'est avec un show de 5 minutes, on a tourné partout, quoi. C'est trop bien. Tu vois, genre ce truc-là, on a de la chance, on avait juste à faire ce qu'on sait faire, et on nous a vus. Et toi, dans le groupe, t'es franco-bolivien et Ouais. vous partez en Amérique latine, en Bolivie. Est-ce que ça vient de toi, cette idée de retourner un peu aux sources, la Bolivie qui sont tes racines, et de faire cette tournée en Amérique latine? Et j'ai pu voir sur Internet que vous avez été reçu par l'Alliance française en Bolivie, où vous avez pu danser votre show. Comment toi, tu l'as vécu de revenir en Bolivie, qui sont tes racines un peu? On est devenu champion du monde.
2016, 2017, je retourne en Bolivie après 7 ans, 8 ans. Ouais. Je retourne en Bolivie, je me dis, j'y vais tout seul. Je me dis, tu sais quoi, maintenant que tu es champion du monde, bah, tu as une certaine légitimité et on va te prendre un petit peu plus au sérieux si tu viens avec des projets. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Époque Facebook, j'envoie des messages Facebook à toutes les écoles de Bolivie. Bonjour, je viens, j'aimerais vous rencontrer, machin et tout. Je crée du lien avec toutes les différentes écoles. On ne me connaissait pas, mais en fait, magie, la plupart des écoles dans lesquelles je vais, il y a au moins une personne qui connaît les rookies, 2-3 personnes qui connaissent les rookies. Je me souviendrai toujours, j'arrive dans une école, il y a une meuf, on se dit bonjour comme ça, elle me calcule pas, machin. Moi, j'étais là tout tranquille. Et là, genre, elle comprend que je suis un des danseurs du groupe The Rookies. Et sa tête fait un salto arrière. Et du coup, elle comprend en même temps que dans les Rookies, il y a un Bolivien. Et donc, du coup, il y a une espèce de fierté nationale qui se fait. Et moi, je sais que je voulais jouer sur ça aussi, dans le sens où je suis hyper fier de mes racines. Et je pense que de la même manière qu'il y a des gens qui m'ont inspiré à aller plus loin et à se dire que c'était possible, et moi aussi, je me dis aussi, j'ai cette responsabilité de motiver des gens, surtout en Bolivie, où genre personne s'attend à ce que quelqu'un de la Bolivie fasse... tu vois ? C'est ce que tu as fait. Fasse juste quelque chose dans la danse. Parce que, surtout en 2017, la danse, c'est pas facile, la danse hip-hop... Il y en a beaucoup, mais c'est pas valorisé de fou. Donc t'as un père bolivien et une mère française, c'est ça ? Ouais. Ok. C'est ça. Et donc du coup, je viens avec l'idée de ramener mon groupe. J'ai envie que mon groupe vienne, rencontre les danseurs boliviens, partage des connaissances. Et donc du coup, c'est pour ça que quand je vais là-bas, je prends des rendez-vous avec l'Alliance française, avec l'ambassade. Je monte le projet. D'une tournée en Bolivie, au culot, j'envoie des mails à d'autres alliances françaises en Amérique latine. On me répond en Colombie. Ça devient une tournée Colombie-Bolivie. Ouais, super. Et l'idée, il y avait plusieurs idées. C'était de la rencontre, des workshops, des stages, mais aussi d'ouvrir des salles de théâtre qui n'accueillent pas de show hip-hop, normalement. Mais comme c'est un groupe français, avec une certaine notoriété, du coup... t'es accueilli différemment, et d'avoir une première partie où c'est que des groupes locaux. Ok. Et donc là-bas, donc, vous rencontrez des groupes de danseurs boliviens. Comment c'est cet échange de culture, cet échange de passion aussi comment vous le vivez ? Est-ce que vous kiffez, je présume ? Enfin, surtout toi qui viens de là-bas. C'était très très intense, hein, parce que du coup on a fait 7 villes en un mois. Tu donnes des stages, tu fais un show de 45 minutes, il faut s'entraîner, puis tous les problèmes que ça implique. On a eu un danseur, son passeport il l'a perdu dans l'aéroport, il prend pas l'avion, il retrouve le passeport 2 jours après, il arrive 3 jours après, il loupe la première scène, donc du coup tu dois réadapter un show. Ensuite, dans une autre ville, on a eu 2 filles qui ont fait une intoxication alimentaire, elles peuvent pas danser, tu dois réadapter le show. Tu danses, on donne 7 stages remplis avec jusqu'à 70 personnes des fois, et après tu prends un avion et tu pars à la ville suivante. C'est allé hyper vite. T'as l'impression de ne pas pouvoir profiter. T'as pas le temps de et te en poser. même temps, tu profites, mais c'est hyper fatigant. Mais quelle expérience de ouf! Ouais. Ça reste Quelle gravé. expérience de ouf! C'est gravé à vie. Mais moi, je pense qu'en tant que groupe, c'est notre meilleure expérience. Ok. En sincérité, je pense que émotionnellement, il s'est passé un truc incomparable au reste, parce que tu fais une compète, tu gagnes, t'as l'amour du public parce que t'as gagné, tu sais, les gens écrient et tout. Mais là, c'est dans le one-one, tu reçois de l'amour de la part des gens, et toi-même t'en donnes énormément, que ce soit par ton énergie, par tes connaissances et par les discussions. Mais là, tu t'en reçois plein la gueule chaque jour, et des fois même trop, tu sais même plus quoi en faire en fait, et
et ça te rend très sensible, et on était très à fleur de peau au bout d'un moment de recevoir autant Ouais, je comprends. de la part de tout le monde. Et puis après, il y a eu un truc émotionnellement, c'était très fort aussi pour moi, parce que quand je suis allé en 2017 en Bolivie, mon grand-père il était là et je lui parlais de ce projet. Quand j'arrive en 2018, mon grand-père il est décédé. Et donc du coup, il y a ce truc de... eux-mêmes, ils savaient qu'ils venaient pour rencontrer mon grand-père aussi. Ouais. Parce que mon grand-père, il était déjà dans un truc de... Mais c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. Les J'ai trop Rockies, hâte de les rencontrer. Ils vont venir dormir à la maison. On va tous manger ensemble. Et on arrive et il n'est plus là. Ouais. Et surtout quand on a performé à La Paz, donc là où mon grand-père vivait, t'as toute la famille qui est là et lui, il n'est pas là. Et donc, du coup, il y a un truc émotionnellement, c'est hyper chargé. Ouais. Déjà, tu te manges le mois entier qui est chargé. Donc, à la fin, tu es déjà très sensible. Ouais. Plus ce truc-là, tu vois, c'est des émotions très fortes qu'on a vécues avec l'autre. Et puis, il y a aussi, tu remets les pieds sur terre, quoi. Parce que tu te rends compte aussi de toute la chance qu'on a, nous, en France, de pouvoir vivre de la danse. On a vu et visité des quartiers vraiment pas faciles. Ouais. On a fait des stages gratuits pour des gosses où tu vois, tu te dis, ah ouais. On a de la chance en France quand même des fois. Ouais, on a de la chance. Ça fait remettre les pieds sur terre, je pense, et on en avait tous besoin. Ouais, cool. Ok. Vous faites vous êtes invité au Stade de France pour danser côté de K-pop BTS. C'est vrai ça? Alors, on fait NBC World of Dance, on rencontre plein de groupes, Ouais. on devient pote avec un groupe qui s'appelle Main Guys qui est à Oslo. Ce groupe-là a chorégraphié un des clips de BTS. Le manager, la manageuse Europe de BTS leur demande, ouais, on est en France, on cherche des danseurs, est-ce que vous connaissez des danseurs? Bah, il dit, bah oui, les Rockies, on connaît les Rockies. On reçoit un message sur Instagram. Au départ, on se dit c'est une blague. Vas-y, on répond, mais tu nous parles sur Instagram, arrête. Bah non, il parle totalement sur Instagram. Et donc, du coup, ouais, est-ce que vous voulez danser, machin Stade de France. On dit oui. On dit on s'occupe de trouver les autres danseurs. Ils nous disent qu'ils vont aussi performer à Londres. On dit, bah si vous voulez, nous on gère Londres aussi. Ah ouais, bah allez-y, gérez Londres, ok. On s'occupe de trouver les danseurs. On rappelle justement les main guys, les gars d'Oslo qui nous avaient mis sur le plan. On les prend, on leur dit, bah venez danser avec nous. On prend en Europe les meilleurs danseurs. Je dis la vérité, on a pris une équipe Trop cool. que des monstres. Ouais. Et du coup, bah, on se retrouve à performer, on fait 4 dates. Ok. 2 à Wembley et 2 au Stade de France. La plus grosse scène que j'ai jamais vécue de ma vie entière. C'est... Ça fait quoi d'être au Stade de France? Parce que là, non, mais le pire, c'est le Wembley, je te dis la vérité. Ah ouais. Il y a plus de place et c'est géant. C'est géant. Tu lèves la tête et il y a des gens encore en haut. Mais c'est une dinguerie. Moi, j'ai déjà dansé. Tu danses, tu as des gens là, tu vois. Puis là, ici, tu vois, ça monte un petit peu. Là, tu es là comme ça. Puis il y a encore des gens qui sont là. Mais c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Et puis, c'est un public qui est très, très fan. Donc, c'est un public qui donne beaucoup. Même si on n'est pas les BTS, Ouais, bien sûr. mais ils nous ont beaucoup donné. Ouais, non, mais... Et t'as tout un stade qui crie, ça doit être impressionnant, ça doit surtout. Mais la scéno, il y a des flammes, il y a des bulles, il y a des plateformes qui montent. Tu es sous la scène, d'un coup t'es sur scène. Ouais. Ça doit vibrer en toi. Je pense, t'as à l'intérieur, t'as ton cœur qui est en train d'exploser. Bah, mon cœur, il explose à chaque fois que je suis sur le point de monter sur scène. Je vais pas te mentir. C'est un moment de pression qui existe et qui est là, qui bouge pas. On a dansé Red Bull là il y a pas longtemps. T'es en pression, quoi. Moi, cette pression, elle est là, elle quitte pas. Mais c'est que un stade qui tremble, c'est pas pareil. Tu vois, c'est juste pas pareil. Maintenant, en ce qui concerne la perf, j'ai pas eu plus de pression qu'une autre scène. Mais c'est juste que... Ouais, l'énergie, elle est totalement différente. C'est disproportionné même. Tu te dis que c'est trop.
C'est clair. Non, mais c'est impressionnant. Enfin, ça doit être extraordinaire à vivre. Et puis après, enfin là, on parle d'un moment un peu plus embêtant, c'est on arrive en 2020, Covid. Aïe, aïe, aïe. Ah, punaise. Là, tu veux parler des mauvais trucs, là. Ouais. Bah non, mais je veux... Tu veux me faire rentrer en dépression. On doit en rediscuter. En vrai. Le Covid, ça fait mal. On passe, comme je te disais tout à l'heure, c'était notre période où vraiment on était partout, tous les week-ends, on était... Ouais, c'est ça. On était sur scène, on n'était pas à Nantes. Ça allait en s'accélérant. Ça s'arrête d'un coup. En plus, nous, on avait envie de retourner en compétition. Donc, on avait remonté un show sans notre coach. Cette fois-ci, c'était notre show. Et je te dis la vérité, notre show, il allait casser des gueules. Il était déjà fini. La compète, elle était dans 2 mois. On avait juste à nettoyer. Enfin, on était en pleine semaine de bootcamp. La semaine est finie. Le lendemain, on est en confinement. Au début, tu crois quand même qu'on va faire la compète. Ouais. Donc moi, je continue de m'entraîner chez moi et tout. Quand tu comprends que ça va pas arriver... Oh, Vous vous appelez là, les gens des rookies. Vous faites une visio et vous dites, il se passe quoi là? mais on s'appelait... On était quand même assez proches. On s'appelait quand même assez régulièrement. Juste parce que... On se kiffe, tu vois. Mais quand on a compris que ça allait plus avoir lieu, en fait, tu t'en parles, mais tu prends aucune décision parce que tu sais pas en fait. De toute façon, tout le monde était dans le flou. Bah oui. Tout le monde était dans le Tout flou. le monde est dans le flou. Ça, je pense que c'est juste il y a un moment, pendant longtemps, on a cru que ça allait se débloquer. Ouais. Donc on était en mode non, vas-y, on continue. Tu veux y croire encore. Ah ouais, tu veux y croire. Surtout que là, je te dis, on était parti dans notre tête. Là, c'est bon. Là, on revient et personne nous prend. C'était impossible qu'on nous prenne. Puis après confinement, la vie elle reprend, mais nous, notre vie elle reprend pas. Ouais. C'est pas la même. Enfin, il y a eu une coupure. Non, mais nous, je te dis, nous, notre vie elle reprend pas. Ok. Bah sur le coup, tu comprends que tu as construit un truc pendant plusieurs années qui peut du jour au lendemain ne plus exister. Ouais, ne plus jamais repartir et ne plus jamais exister. J'essaie vraiment de voir c'est quoi l'aspect positif à un événement aussi tragique, de manière personnelle, pas forcément. J'aurais pas la prétention d'analyser ça au niveau global, mais surtout nous au niveau de notre vie à nous et de comment en fait il y a eu des changements dans notre vie. Après le Covid, on a pris la décision d'arrêter de travailler avec notre coach, donc il y a eu une émancipation qui a eu lieu. On a aussi décidé d'arrêter de vivre que pour le groupe et de redevenir potes parce que nous, nos relations, elles se dégradaient de fou. Ouais, relation de travail et uniquement de travail. Et nous, on est une famille de base. Et en fait, tout ça, comme on était trop la tête dans le guidon et que d'un coup, il n'y a plus de guidon, bah du coup, on s'est rattaché à des trucs peut-être plus importants, en fait, humainement parlant. Ouais. Et c'est pour ça que je te dis que c'est trop bien, avec des guillemets, qu'on ait pu se retrouver. Ouais, je comprends. Qu'on ait pu se retrouver humainement en tant que groupe, mais aussi individuellement. Okay. C'est aujourd'hui que je te dis qu'il y a eu des aspects, il y a eu des conséquences positives. Ouais. Parce que moi, je suis tombé en dépression. Ouais, sur le moment. Une dépression qui a duré longtemps et qui est tombée hyper basse. Où genre vraiment, moi, je savais plus du tout ce que je devais faire de ma vie, mais pendant 3 ans, quoi. Et le groupe, il s'est arrêté. C'est une période de vie pas facile. Non. Pas facile du tout. Non, mais ce qui s'est passé, c'est pas facile. Il y a des gens qui ont apprécié le confinement, par exemple, et je peux comprendre, mais c'est un événement tragique qui est pas facile, avec tout ce que ça implique.
Et sur le coup, ouais, sur le coup, c'est dur. Hein. Même là, j'y repense. Moi, je te dis, j'ai pas passé une bonne période. C'était vraiment, vraiment très, très dur pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai juste envie de me dire, putain, génial, en fait, j'ai pu m'occuper de choses dont je m'occupais pas, qui étaient ma santé mentale. Ouais. Et qui est important, très important. Plus important même. En fait, c'est ça, c'est que c'est trop bien, champion du monde, c'est trop bien, un groupe tourné, c'est trop, trop bien. Puis c'est hyper Instagrammable, c'est génial. Ouais. Mais quand tu vas foncièrement pas bien dans tout un environnement, il y a des questions à se poser et on se les posait pas. Ouais. En tout cas, moi, je me les posais pas. Puis ça, on le voit pas sur Instagram. On voit que les beaux moments. Ah non, tu fais quoi comme photo? Tu fais quoi comme vidéo? C'est clair. Et du coup, même la manière dont nous, on s'est reconstruit après le Covid, en tant que groupe, elle était totalement différente parce qu'on mettait en priorité notre relation et nos envies perso. Okay. C'est pour ça que le groupe, il a pas la même dynamique. Et c'est aussi pour ça qu'on donne beaucoup plus. Parce qu'avant, on faisait notre carrière. On danse, on monte sur scène. Bah, tu donnes quand tu es sur scène aussi. Mais là, on est dans des événements culturels. Il y a une fille de mon groupe qui forme d'autres gens. Il y a beaucoup de cours qui sont donnés. Il y a beaucoup de partage avec la ville, avec la région. Notre rapport à l'autre, il est différent. Parce que du coup, tu fais des tournées, t'es partout, c'est trop bien, mais au final, tu visites rien, tu viens, tu danses, tu repars. Ouais. On peut croire que c'est la vie d'Aloca. C'est pas pour dire c'est pas bien, c'est trop bien. Non. Mais l'humain, il était en train de disparaître dans tout ça, parce qu'on était devenus des machines qui devaient juste remplir ta performance et après rentrer chez toi. Et puis aussi, en tant qu'artiste, comment t'apprends aussi à... T'es tellement entouré de gens et d'amour. Enfin, nous, au niveau auquel on était, tu reçois beaucoup de love assez régulièrement. Quand tu rentres chez toi, que t'es tout seul, qu'est-ce que tu fais aussi Tu vois, c'est là où ton rapport à toi-même, il est... où est-ce qu'il se place? Et donc, c'est un peu aussi ce sur quoi je travaille, moi, dans une création chorégraphique. Moi, j'ai ce questionnement à l'événement tragique. Est-ce que l'événement tragique n'est pas là pour révéler des choses sur nous-mêmes et des choses positives, en fait, ou mettre en lumière des choses négatives pour que, justement, on les change et qu'on s'améliore. Donc, j'ai un questionnement et un rapport à l'événement tragique où j'ai envie de voir les bons côtés et comment on peut transformer ça en bons côtés. Je pense que c'est ça aussi l'une des forces des artistes, de pouvoir prendre quelque chose d'horrible et d'en faire une proposition magnifique qui te fait réfléchir à ce truc horrible aussi, tu vois. Donc c'est pour ça, mon but, c'est pas de dire trop bien le Covid. Non, mais de dire ok, on en fait quoi de cet événement tragique? Et comment on rebondit et comment on s'en sert. Ouais. Ok. On va parler un peu plus de toi personnellement. Donc, tu es danseur depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Ouais. C'est quoi ta vie quotidienne, on va dire, en tant que danseur, chorégraphe, showman, spectacle? Comment s'organisent tes journées? C'est jamais les mêmes peut-être, mais tu t'entraînes tous les jours Déjà, moi, faut que tu saches que je suis revenu de manière active dans ma vie de danseur en mars dernier. Oui, donc c'est récent. Ça, c'est récent. Les années d'avant, moi, j'en pouvais plus de... Je faisais juste le strict minimum pour vivre, mais j'en pouvais plus. Donc, du coup, ma manière... Je passe de 9 ans à faire que de la danse tous les jours, m'entraîner tous les jours avec très peu de jours off, à il se passe plus rien, à je sais plus quoi faire, à vas-y, je reprends une activité sérieuse, en tout cas dans ma tête. Et je me suis dit, mais moi je veux vivre. Hein. Oui. Ok, c'est hyper cool de taffer et de se buter. Je dis pas il faut pas se buter, mais moi j'ai envie de vivre.
Et donc, du coup, ma vie maintenant, c'est d'avoir de l'espace aussi pour vivre. Ouais. Et quand je dis vivre, c'est soit avoir de l'espace pour être tranquille avec moi et faire ce que j'ai envie, mais surtout avoir du temps pour être avec des gens, discuter. J'adore les gens. Ouais. Et j'ai jamais laissé trop d'espace à l'autre dans ma vie de cette manière-là, même si j'aime beaucoup aider les gens de manière générale. Mais là, genre, j'adore discuter avec les gens, j'adore écouter les gens. Et donc, du coup, moi, dans ma semaine, il faut qu'il y ait ça. Faut que tu vois des gens tout le temps. Il faut que je vois des gens. Ok. Ma vie, c'est de voir des gens. Et en fait, ce qui est hyper cool, c'est que c'est hyper inspirant, en fait, de voir les gens. Tu vois, là, tu m'invites pour un podcast, tu me laisses de l'espace pour pouvoir m'exprimer en espérant qu'il y ait des choses intéressantes qui sortent de ma bouche. Et bah moi, je trouve que, en fait, là, tu m'invites parce que j'ai fait certaines choses bon, Oui. qui font qu'on m'invite. Mais il y a des gens qui, juste tu leur donnes de l'espace pour parler, ils ont plein de choses intéressantes à dire. Ouais. Et en fait, moi, j'adore ça. Et donc, du coup, je prends ce que les gens me disent et je trouve ça hyper inspirant. C'est-à-dire que ça nourrit de ouf mon art. Ouais. Donc moi, ma vie aujourd'hui, c'est de rencontrer des gens, de discuter avec des gens. Ensuite, je prends un espace pour écrire, Ok. que ça soit écrire des projets, écrire mon spectacle, monter des dossiers, parce que du coup, il y a tout un aspect administratif dans lequel je suis beaucoup plus investi pour faire évoluer l'association, la compagnie The Rookies, et puis pour monter des projets qui tiennent la route. Je fais pas ça tout seul, mais je sais que c'est devenu une partie de mon temps, puis il y a tous les trucs relous de paperasse pas intéressantes, mais qui font partie du game, tu vois, ça fait partie du truc. T'es obligé de le faire. T'es obligé de le faire. Du coup, il y a aussi plein de réunions pour parler de tout ça. Ça prend beaucoup plus d'espace dans ma vie comparé à avant. Ouais. De l'espace pour l'entraînement. C'est tous les jours, l'entraînement? Ou... Non. Non. Moi, Enfin, maintenant. aujourd'hui, non. Oui. Je vais pas te mentir. Non, non, non. Mais j'ai passé ma vie à m'entraîner Mais c'est tous les ça. jours. Maintenant, c'est toutes les semaines. Ouais, cool. Mais aujourd'hui, si je peux ne pas m'entraîner et avoir quelques jours de repos, je le prends. Ouais. Je le prends parce que déjà j'ai une conscience de mon corps qui est différente aussi. J'ai pas le même corps que quand j'avais 20 ans. Et puis j'ai envie de faire très attention. Mon but c'est de continuer. Mais j'ai d'autres projets. J'ai d'autres projets qui me prennent du temps. Je travaille avec un chanteur nantais qui s'appelle Ipen de Go. Je fais la mise en scène de son concert. Et puis, juste, j'adore cet artiste. Donc, du coup, si je peux aider sur sa prestance scénique, des choses comme ça, moi, je suis fort de propositions sur ça aussi. J'ai des projets sur Paris. Donc, du coup, j'ai co-chorégraphié le Zénith de Pierre Demar. Et puis j'ai dansé aussi, puis j'ai dansé pour Amir, puis j'ai chorégraphié un clip de Tali, qui est une meuf qui a représenté le Luxembourg à l'Eurovision. Donc j'ai des projets aussi comme ça qui arrivent, où je travaille avec des nouveaux chorégraphes que je connais pas, des chorégraphes contemporains, de danse contemporaine. Donc du coup je rentre dans un monde aussi qui est différent. Moi j'étais pas trop je danse pour des artistes, ça m'était arrivé, mais là c'est arrivé de manière plus sérieuse. Je monte un spectacle, donc du coup il y a tout un système institutionnel à comprendre. Donc mes semaines, elles se ressemblent pas du tout. En plus j'ai décidé de redonner des cours. Ouais, je voulais en parler. Chaque fois que je te vois sur les shows, je t'ai vu là le week-end dernier où tu étais au Red Bull pour le show de danse. Je te vois souvent avec des plus jeunes, des petits. Là, t'as un petit que t'adores. Je t'ai vu sur Instagram, je sais pas, tu veux lui transmettre ta passion. Est-ce que t'as une volonté, toi, de transmettre aux plus jeunes ce que t'as vécu En tout cas, j'ai l'impression que... Est-ce que c'est une volonté? En fait, moi, je te dis, j'aime trop les gens. C'est qui ce petit, là? Tu parles de qui? De Yanis? Peut-être un petit que je vois sur Instagram et qui était avec toi ce week-end sur scène. Ah! Mais tu parles de mon fils!
Ah oui, voilà. C'est ça. C'est le fils de Tony. Ah ok. Donc Tony, c'est mon meilleur ami. Bah oui. C'est le même Tony depuis le début de CM2 là. Ouais, Hein, ouais. c'est le même. Hein. C'est son fils. Ok. Et donc c'est ton filleul. C'est mon fils. Ouais, c'est ton fils. Ah, je parle dans ce sens-là. Je croyais que tu parlais de jeunes avec qui je travaillais dans la danse. Aussi, mais. Non, mais non, mais moi, je suis un daron dans l'âme, hein, je vais pas te mentir. Je suis... je sais pas, je suis très proche des enfants de mes potes, que je considère comme mes enfants, bah, juste dans le rapport, tu vois. Je trouve le rapport aux enfants, il est pour moi plus facile. Y a pas de... T'as pas un jeu à jouer, tu peux être juste toi-même. Et en face, t'as une personne qui est juste complètement elle-même. Et tout est autour du jeu et de la rigolade et de passer un bon moment. Le but, c'est de passer un bon moment. Et du coup, moi, je sais que depuis... je te dis, moi, depuis que je suis tout petit, mon rêve, c'est d'être daron. Donc, je pensais qu'à 25 ans, je serais déjà papa. C'est pas le cas. Bah, il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Mais donc, du coup, ça fait que moi, en fait... Enfin, voilà, les enfants, je m'entends très bien avec les enfants. Et ouais, je trouve le rapport très facile. Et c'est un truc que j'essaye de retrouver avec des gens plus âgés. Pas de les prendre comme des gamins, mais plus de me dire, en fait, moi aussi, j'ai envie d'être juste moi-même dans n'importe quelle relation. Ouais. Et pas de jouer un jeu que j'ai pu jouer avant. Et aujourd'hui, en fait, j'ai un peu la flemme de jouer ce jeu-là. Et tu prends ou tu prends pas, en fait. Tu prends ou tu prends pas qui je suis. Et donc, du coup, moi, comme je te dis, j'aime beaucoup les gens de manière générale. Bah voilà, en tant que danseur avec la carrière que j'ai et qu'on a, nous, en tant que rookies, on a une petite responsabilité de devoir partager. Et transmettre. Et transmettre ce qu'on sait faire. Et il y a des gens qui sont très friands et qui sont très attentifs à ce qu'on leur donne. Et du coup, ça crée du lien, quoi. Ouais, cool. Donc je pense que ça se fait un peu naturellement. Ça se fait naturellement, ça se force pas. Mais je te dis, j'aime trop parler avec les gens, donc... Et alors d'être danseur et de faire partie d'un groupe de danse de breakdance et tout ça, ça aide avec les filles ou... Alors moi, je fais pas de breakdance. Hein. Ah ok, oula, j'ai fait une erreur. Hip-hop. Hip-hop. Non, breakdance, c'est technicité au sol, Okay. Oui. avec des figures. Je n'ai pas cette prétention à savoir faire ce que les breakdancers savent faire. Donc toi, tu fais du hip-hop et quand, parce que je pense qu'avec les rookies, vous allez des fois en boîte de nuit. Est-ce que vous dansez d'ailleurs? Est-ce que vous dansez en boîte? Parce que quand même, c'est votre art, c'est votre style. Vous arrivez en boîte, vous pouvez mettre le feu sur la scène. C'est arrivé, hein. C'est arrivé. Et puis tu rentres avec une fille. ou plusieurs. Oh là là. Tu peux peut-être pas tout dire. Non, on va tout dire. On dit tout ici. Ouais. Je t'ai dit, moi, j'ai pas de secret. En sincérité, je pense qu'à une époque, comme je te dis, on était vraiment que entre nous dans notre cercle et tout. Ça nous arrivait beaucoup de sortir. Et puis en plus, on avait un DJ à Nantes qui nous mettait bien à chaque fois qu'on sortait. C'est DJ Too Late dans ses soirées. Donc on était mis en avant. On avait une certaine notoriété dans la ville. Et donc je pense en vrai, ça nous est monté à la tête. Moi, en tout cas, ça m'est monté à la tête. Hein. Je pense qu'il y a un moment, je me la racontais pas mal. Et donc, du coup, même en soirée, tu te la racontes pas mal. Ce truc de... en plus, tout est gratuit, tout est facile. Ah, t'es invité. T'es invité. Puis... au début, ouais, tu danses, tu chauffes. Aujourd'hui, je danse moins. Ça me manque de pas trop danser en soirée. Je suis un peu plus... Du coup, j'ai un gars du groupe qui est DJ, donc... qui est devenu DJ, du coup je suis souvent genre derrière les platines avec lui. Je danse beaucoup moins, mais aussi je trouve qu'en boîte, aujourd'hui, le rapport à la danse, il est complètement différent. Ouais. Les gens dansent beaucoup moins qu'avant, surtout à Nantes, en soirée. Et puis tu as ce truc où justement, j'ai pas envie de show-off. Moi, j'ai juste envie de kiffer ma soirée. Mais donc, il y a une époque, ça dansait de fou.
Maintenant, Moi, je me souviens, si j'avais 20 ans et que j'avais ton groupe de rookies, je me dis, ouais, je vais en boîte, je vais mettre le feu. À 20 ans, hein, maintenant, c'est ouais, pas la ouais, même ouais. chose. Ouais, bah après, je vais toujours en boîte pour mettre le feu, ça m'arrive encore. Mais personnellement, j'ai jamais eu trop de soucis avec la jante féminine. Mhm. Je, donc du coup, ça a pas, je crois pas que ça ait changé quelque chose, mais ça m'a donné plus confiance en moi, je Mhm. pense. Ok. Après, les soirées, c'est pas un bon indicateur, hein. Puis en plus, il y a l'alcool et tout. Mhm. Enfin, tu vois, c'est pas vrai tout ça, hein. Ouais, bien sûr. C'est pas vrai. Mon rapport aujourd'hui, même en soirée, il est différent parce que justement, je suis à la recherche de vraies relations et de vraies connexions avec des gens de manière générale. Mais forcément, oui, ça aide. Mais il y a un moment, tu te dis, putain, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui sait pas que je fais tout ça. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais même plus. Mais est-ce que... Et je te parle de ça à mon humble niveau, Ouais, hein. ouais, Je te bien parle sûr. même pas de. Je suis pas un Justin Voilà, Bieber ou c'est quoi. ça. J'imagine même pas ce que toi, Ouais. tu dois vivre dans cette situation où tu sais plus en fait si les gens ils viennent te voir Pour toi pour toi ou ou. pour ta danse ou pour ta notoriété. Ouais. Ouais. Donc ça fait du bien à l'ego, c'est sûr. J'ai passé des bonnes soirées, c'est sûr. Mais au final, c'est pas. Et aujourd'hui, t'es en couple? Non. Ok. Non, aujourd'hui, je Message suis aux pas en couple. caméras. Non, c'est pas un message. Wasker n'est pas en couple. Non, c'est pas un message. Aujourd'hui, je fais. Non, non, je suis pas en couple. Et ça va faire 1 an, justement. La dernière relation que j'ai eue, c'était une très belle relation. Et justement, quand elle a pris fin, ça m'a fait énormément de Mhm. mal. Et donc, du coup, j'ai pris ce moment pour apprendre à être bien avec moi-même sans être dans une relation. Donc, du coup, forcément, moi, je suis un amoureux de Ah l'amour. oui. J'adore l'amour. J'adore être en couple, mais aujourd'hui, je ne serais pas en couple juste comme ça. Donc non, c'est pas un message de je suis célibataire. Si on se rencontre et qu'il y a il y a un truc qui arrive, trop bien. Ok. Mais une relation, ça se construit à deux. J'ai pas du tout envie d'avoir d'attente envers l'autre de manière générale. On peut devenir aussi amis, Mhm. c'est super. Donc célibataire, mais super bien. Vous êtes combien maintenant dans le groupe là aujourd'hui officiellement? Enfin, je veux dire les danseurs officiels qui sont toujours là. Parce qu'après, je sais que des On fois, est 5 ouais, danseurs. 5 danseurs. Parce que je sais que vous prenez d'autres danseurs de temps en Ouais, temps. on est 5 danseurs. Et on a un DJ et un manager. Ok. Et notre manager, il était dans les Rookies au début en tant que Mhm. danseur. Il est parti, tu vois, pour des raisons personnelles. Et il revient et reprend une autre position, tu Ouais, vois. c'est ça. Puis 5 danseurs, 2 filles, 3 gars. Si je tro- dis pas de bêtises. Ou je me trompe. 3 filles. Ah non, on est 6. Ah, ok. 3 filles. 5 danseurs là aujourd'hui parce qu'il y a une des filles qui est devenue maman, Ok. Eh tout simplement. ben, on la félicite. Ben oui, on la félicite. Ça me fait un nouvel enfant. Et donc on est 3 filles, 3 garçons. Ok. Mais là, sur l'exploitation de ce show-là, on est 5 danseurs. Ok. Et ouais, on a un DJ aussi, il est là sur toutes nos scènes. C'est un ancien danseur qui est devenu DJ. Puis C'est il y a lui un qui an... vous suit pour vos musiques, Ah qui ouais, fait ouais. Il fait tout. il fait tout. Il fait tout. Et puis dans le groupe, tu vas avoir Nox qui rappe et qui fait des vidéos manga YouTube. Il donne toujours des cours, mais pareil, dès qu'on a l'occasion de travailler avec lui, on travaille. Je sais qu'on a une scène, Cité des Congrès, en décembre, où il va prendre la parole et il va écrire des textes. Donc du coup, on est quand même assez proche. On a un noyau de rookies toujours présent qui est celui du début, qui est encore là. Hmm. Maintenant, il y a des gens qui ont décidé soit d'arrêter la danse complètement, soit de s'éloigner du groupe Rookies. Chacun fait son chemin aussi, tu vois. Mhm. Mais voilà, il y a des relations, on est humain, c'est comme ça. Rien de dingue. Ouais, bien C'est sûr. la vie. Et bon, t'es très famille, je crois. Hein. Enfin, t'as des frères et sœurs. D'ailleurs, une famille d'artistes. Hein. T'as une sœur qui chante. T'as un frère qui est, enfin, qui fait de l'animation et qui fait aussi un peu de musique. T'as peut-être d'autres frères et sœurs hein, dont j'ai pas connaissance. Euh,
Est-ce que la famille pour toi c'est quelque chose d'important et qui t'a aidé à te construire? Alors je pense déjà, il y a ce truc latino où la famille, déjà, c'est hyper important. Ouais. En plus de ça, moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, donc du coup, ça prend de la place. Et en plus de ça, j'ai un frère jumeau. Hmm. Faux jumeau, il me ressemble pas. C'est vrai. Et donc du coup, ça veut dire que moi, je suis né avec quelqu'un, j'ai grandi avec quelqu'un, et la famille est super importante pour moi, mais surtout parce que moi, la solitude, c'est un truc que je supportais pas. Donc la famille de sang prend énormément d'importance, et les Rookies par la suite, qui était ma famille de cœur, Ouais. a pris énormément de place et énormément d'importance en fait. Et pour des bonnes et des mauvaises raisons, comme je te dis, moi je supporte pas être tout seul. Et c'est un truc que j'ai dû apprendre avec le temps, surtout sur ces dernières années. Mais oui, moi, la famille, c'est tout. Et je te dis, c'est là où je pense que mon rapport à l'autre, il s'est construit aussi, où j'aime beaucoup l'autre parce que j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup les relations que j'ai avec ma famille, avec mon groupe. C'est des relations humaines qui font du bien. Tout simplement, ça fait du bien. Cool. Vous avez, avec les Rookies, là, tout récemment, parce que je l'ai découvert, en fait, vous avez fait un nouveau show qui s'appelle Kaizen. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce nouveau show? Pourquoi il arrive maintenant? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et où est-ce que vous voulez aller avec ce show? Et tu peux nous en parler un peu? Alors, On est reparti pour 1 heure de podcast. c'est reparti pour 1 heure. Accrochez-vous. Fin Covid, tout commence à se débloquer. Les Rookies, on a décidé d'arrêter. Donc les Rookies, ça n'existe plus. Sauf qu'on nous appelle. Tu vois, c'est au moment où on décide d'arrêter que les gens se disent « Mais non, pourquoi vous arrêtez ?» Il y a des gens qui viennent nous voir « Mais non !» Mais alors qu'on avait l'impression de ne pas être soutenu par notre ville. En tout cas, on a l'impression de ne pas être soutenu. Et en fait, c'est juste que le soutien, il était... il n'arrivait pas jusqu'à nos oreilles, plus, je pense. Pickup nous appelle pour faire un événement. Une carte blanche au château des Ducs de Bretagne. On vient avec une proposition. Ensuite, ils nous rappellent pour transfert. On vient avec notre proposition. Et en fait, on est appelé pour faire un show ici, pour faire là, machin. Et en fait, petit à petit, sans le vouloir, en fait, le groupe, il se reconstruit. Mais il se reconstruit beaucoup sur l'événementiel, sur la formation d'un nouveau groupe, avec Tanisha qui forme le groupe éphémère, et Tony maintenant qui avec une danseuse qui s'appelle Ia, forme des danseuses de l'école Mans. Et on remplit des tafs où on doit faire des perfs. Et c'est très souvent, on a une perf, bah vas-y, on a des petites chorés par-ci par-là, on renvoie. Et c'est comme ça qu'on a reconstruit le groupe après le Covid. Et à un moment, bah, j'ai l'impression qu'il est temps pour nous de se représenter. C'est plus du tout les mêmes codes avant et après le Covid. Il y a Instagram, TikTok aussi qui débarquent, des plateformes sur lesquelles nous on se trouve pas. Ouais. Bah, on est présent, mais tu sais, on n'est pas genre super actif à faire plein de vues, plein de contenus. Enfin, tu vois, c'est pas notre à truc. votre moment de gloire, ça n'existait pas ce genre de réseau. C'était là, mais c'était très faible. On n'avait pas le même rapport à tout ça. Ça. Du coup, il y a des nouveaux danseurs, il y a des gens qui ne nous connaissent pas, il y a des gens qui ne comprennent pas aussi pourquoi Pick-up et Hip Hop Session nous placent sur autant de choses. Ils disent, mais pourquoi c'est qui? Pourquoi Ils ont fait quoi Bah, on a fait plein de choses. Va te renseigner. Mais c'est normal qu'on doit se représenter à nouveau. Okay. Donc l'idée de ce nouveau show, c'était une envie artistique de se présenter à nouveau au monde. Okay. Et pourquoi Kaizen? Parce que c'est quand même un nom particulier. Tu dois le savoir. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ça? Est-ce qu'il y a... Le chorégraphe de ce show, c'est Tony. Ok. La vision générale, même si c'est vrai qu'on avait brainstorm ensemble au début cette idée de nouveau show,
Mais comme nos vies, elles sont hyper différentes aujourd'hui et que chacun vit sa vie à côté, on peut pas tout faire. On est tous des artistes avec des visions qui se définissent de plus en plus et qui sont de plus en plus claires. Et donc, du coup, si on était plusieurs chorégraphes à travailler sur ce projet, on allait se rentrer dedans, ça allait cogner, on allait perdre du temps. On a pris la décision de laisser les rênes à Tony. Et Tony, il avait envie de construire ce show de la manière dont il avait envie. Je pense qu'il sera plus apte lui-même à expliquer comment il a construit ce show. Mais en gros, il y avait un message principal qui est de se dire que si on revient sur scène aujourd'hui, si on est encore présent aujourd'hui, c'est déjà parce que on lâche rien. Je t'ai dit Forever Student, nous en ce qui concerne devenir des meilleurs danseurs, se nourrir, apprendre, ça s'arrête jamais. On est toujours des rookies. Mais aussi de remettre au centre l'amour qu'on porte les uns pour les autres. Tu vois ? Et ce show, c'est ça en fait. Okay. C'est un show, c'est le show le plus dur qu'on ait jamais créé. Physiquement, dans le détail, dans le machin. C'est vraiment genre, en termes de qualité de danse, ça demande à nous d'être des meilleurs danseurs que hier. Mais j'ai vu le show, il est extraordinaire. Non mais vraiment, je suis vraiment fan. En fait, je l'ai vu quand je t'ai invité, je me suis renseigné un peu de votre actualité. Et je vois que vous sortez ce nouveau show que j'avais pas spécialement vu parce que bah voilà, ça faisait un moment que je regardais pas mes réseaux sociaux. Et je l'ai regardé et j'ai dit ah ouais, ils ressortent une nouvelle propo mais qui est dingue. Et on le mettra dans les commentaires de la vidéo. La vidéo ? Ouais, bien sûr. On mettra la vidéo de Kaizen. Faut aller la voir sur YouTube, elle est extraordinaire. Et puis, moi, j'ai eu la chance de la voir en vrai, au Théâtre Gralin, où vous avez fait votre première représentation de Kaizen. Et d'ailleurs, c'est toi qui le dis sur Instagram. Je dis, s'il y avait un moment où il fallait être là, c'était ce soir. Ah, 2024 ? Ouais. S'il fallait voir les rookies sur scène, c'était au Théâtre Gralin. C'était Red Bull Dancer Style à Gralin, à Nantes. Parce que je pense que c'était notre meilleure perf de l'année. Ouais. L'année n'est pas finie, mais je pense que c'était notre meilleure perf de l'année. Le public, il était incroyable. Les autres danseurs, ils ont donné de la fort de fou. Oui, c'était le moment à ne pas louper. Moi, je pense. C'était que 5 minutes, hein, c'est un show. On nous a demandé de faire un 5 minutes sur les 8 minutes qui sont normalement... le show, il est normalement de 8 minutes. C'était un 5 minutes, mais on les a pris très, très au sérieux, ces 5 minutes. Ouais. C'était... voilà, la vidéo, elle a fait pas mal de vues sur Instagram pour une vidéo de 8 minutes. On est assez content, hein, on se rapproche des 60 000 vues. Nous, c'est pas rien aujourd'hui, en tout cas pour nous. On prend ça très au sérieux. Il y avait des attentes dans les commentaires, les gens qui disaient qu'ils voulaient le voir en vrai. Là, les gens avaient l'occasion de le voir en vrai. Tu avais l'occasion de le voir en vrai. On voulait décevoir personne. Donc, on était dans un mode... Ouais, j'étais là. Donc, je t'ai vu. J'ai vu aussi tout le show, hein, parce qu'il y avait des battles de dance et tout ça. Je suis venu te voir en fin de spectacle et j'ai trouvé ça... Moi, c'est pas ma culture, le hip-hop, et je regarde pas ça tous les jours. Mais je suis venu voir le spectacle et je trouvais ça extraordinaire. L'ambiance est dingue. Le public, c'est une grosse salle, mais ça doit porter. Quand vous avez dansé, tout le monde était euphorique parce qu'il revoit The Rookies qui remonte sur scène depuis un moment. Tu vois. Ouais, c'est ça. On a eu ce message. Ça fait plaisir de vous revoir comme ça. Ouais. Parce que du coup, ouais, on est là. Je te dis, on est là. Finalement, on n'est jamais parti. C'est ça. Mais de cette manière-là, le dernier show, c'est le show, c'est le show là de la vidéo de 5 millions, quoi. Donc c'est ça. Où on est identifié, même si on a fait d'autres shows après, c'était ce show-là, le dernier show, on était identifié. Et puis je pense que ça a remis un coup de nostalgie à tous ces groupes avec qui on a grandi, pas forcément qu'à Nantes, mais en France, qui peut-être eux n'existent plus en tant que groupe ou d'une forme totalement différente. Et donc on a senti que c'est arrivé au bon moment, que c'est arrivé au bon moment pour nous, que c'est arrivé au bon moment pour les autres. Et on est hyper fiers de ce show, qu'on a envie de peaufiner, qu'on a envie de présenter un maximum. C'est clair.
Parce que, voilà, on est The Rookies is back, quoi. Et puis c'est un nouveau Rookies, tu vois. Il y a des nouvelles mentalités, il y a un nouveau logo, je crois que vous avez refait un nouveau logo. Ouais, enfin. Oh là là. Ah bah il était vieux le logo. Hein. Ah, il était trop vieux, puis il a mal vieilli. Hein. Waouh, 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 waouh. Non, là il y a le nouveau logo, il y a une nouvelle DA, donc il y a plein de choses qui ont évolué. Et d'ailleurs, nous, d'un œil extérieur, on le voit, enfin ceux qui ont suivi les Rookies depuis le début, tu vois, il y a une maturité qui est différente. Vous avez tous la trentaine maintenant. Quand vous aviez créé, vous étiez tout jeune. Et je te dis que bah moi, on a le même âge, donc j'ai grandi avec vous. Tu vois, quand vous avez commencé, j'ai aimé ce que vous faisiez. Et maintenant, vous avez le même âge que moi, mais vous continuez, vous faites des choses que j'aime. Et franchement, j'adore ce show. Les gens vont aller le voir, on va le mettre dans la description. Et S'il vous plaît. J'espère que ça va percer. Non, mais il faut vraiment faire connaître ce show. Après, tu vois, le rapport aussi à la perçance, tu vois, au fait que ça perce, je pense dans notre mentalité, nous, on n'est pas dans cette vision un peu plus récente de faut que la vidéo, elle fasse un maximum de vues, que ça devienne viral. Forcément, si ça arrive, youpi. Mais tu vois, on existe depuis le Covid sans un nouveau show, sans une vidéo qui perce, et on vit très bien. Hein. Ouais, bien sûr. Genre, notre carrière, elle va très bien, c'est juste que peut-être elle est moins médiatisée, Ouais. mais la vie d'un danseur, la carrière d'un danseur et d'un groupe, elle existe dans la vraie vie. Elle n'existe pas que sur les réseaux, et tu peux, même si c'est pas facile, tu peux exister sans faire des millions de vues. Puis, vous avez vécu cette notoriété, enfin, vous savez ce que c'est, voilà, il y a les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients, tu en as parlé. Est-ce que c'est quelque chose, dans votre groupe, enfin, chacun, mais surtout toi, c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que tu aimerais retrouver ce show que tu as vécu, ou est-ce que le vivre comme tu le vis aujourd'hui, ça te convient et... T'es bon, hein? Ah, oh là là. gentil. Alors, surtout, en plus, tu me poses la question à moi. J'ai un rapport à la notoriété qui est très spécial. Je pense que j'ai couru après la notoriété à tout prix pendant toute ma vie. Un espèce de truc où aimez-moi s'il vous plaît. J'ai les cheveux rouges dans un groupe pendant 10 ans, donc du coup le gars qui veut absolument qu'on le voit, qu'on le reconnaisse. qu'on le reconnaisse. C'est comme ça qu'on te voyait. Hein. Bah, je sais, on me reconnaissait dans la rue parce que j'avais les cheveux rouges. À une époque où les cheveux rouges, c'était pas... Personne. Voilà quoi. Genre, donc moi je sais que après Covid, je crois aussi ça faisait partie des trucs qui me faisaient énormément de mal, c'est que je voulais la notoriété à tout prix, encore plus que ce qu'on avait eu. Je voulais encore plus, absolument. Je suis parti sur Paris, mais je savais pas quoi faire, mais juste je voulais être connu, quoi. Et même mon rapport à la danse et à l'art, il était complètement biaisé parce que j'étais en train de courir après ça et mentalement, je me faisais énormément de mal parce que j'étais pas prêt à faire le sacrifice qu'il faut juste pour avoir la notoriété. C'est-à-dire faire du contenu TikTok. J'ai même essayé, hein, tu vois, genre en me disant non, mais je suis rentré dans des cercles de gens de TikTok, je regardais comment ils faisaient, on me conseillait de machin. J'étais en mode, allez, vas-y, moi je vais être connu, allez, on y va. Impossible. J'arrivais pas à faire le contenu et quand je faisais du contenu, j'en avais honte. En fait, c'était impossible. J'ai dû m'éloigner de cette envie. Déjà, j'ai dû m'éloigner de la danse. Et en fait, juste retrouver ce qui compte le plus pour moi. Et moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est créer. Okay. Je vis pour créer. Ouais, c'est ça. Comme je te dis, c'est hyper cool quand ta création, elle est reconnue, elle est appréciée. C'est hyper cool. Mais j'étais rentré dans un truc où même je créais et je kiffais même pas, c'était créé et je balançais ça et je m'en foutais, je passais à autre chose. Tant que j'étais pas connu, genre j'étais en mode, ouais, ma création, elle sert à rien. On a soigné ça. Tu vois, j'ai eu envie de changer mon rapport à la notoriété. Si un jour, la notoriété de ma carrière ou de la carrière de mon groupe doit revenir ou doit être... aussi grande que ce que vous avez connu. Aussi grande, voire plus grande. Si ça doit arriver à nouveau, ça arrivera. Mais c'est pas un but ultime. Non, le but, c'est de kiffer en créant. Et c'est ce que tu dis, c'est que tu as couru vers cette notoriété, tu voulais l'avoir à tout prix, et en fait tu t'es rendu compte à quoi bon, tu vois. Est-ce que c'est vraiment là où je vais être heureux, ou est-ce que
je me pose les bonnes questions, je veux créer, et même si je peux être dans l'ombre, mais en tout cas, c'est mes créations qui sont reconnues. En fait, j'ai cette notoriété, même si je suis pas au devant de la scène. En fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux. Et je me suis dit, j'aimerais bien me sentir bien. Est-ce que la notoriété, ça va vraiment me faire du bien ? Tu vois des gens qui vivent la notoriété, ça n'a pas l'air non plus d'être une partie de plaisir d'être connu. Non, c'est pas Et le cas. donc du coup, quand mon objectif personnel, c'était d'aller bien, bah du coup la notoriété, tu as un rapport qui est différent. Nos relations avec les rookies, c'est plus important que ce qu'on va travailler ensemble. Et tu vois, c'est juste ça, en fait, notre angle de vue, il s'est décalé. Ouais, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que, comme tu dis, dans la création, il y a une vraie volonté de proposer de la qualité. Et du coup, la qualité, ça ramène forcément de la visibilité si vraiment tu fais les choses bien. Ouais, bien sûr. Donc du coup, forcément... ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène et qu'il y a des gens qui crient mon nom. C'est arrivé à Red Bull parce qu'on a recréé du lien aussi avec nos élèves, avec des gens. Et puis aussi, on revient avec une proposition que les gens attendaient. Et tu vois, il y a ce truc où c'est parce qu'on se concentre sur notre art, il y a des conséquences en termes de notoriété, mais ça devient plus l'objectif. Parce que l'objectif, c'est de kiffer notre vie. Ouais. Trop cool. Mon objectif, en tout cas, c'est de kiffer ma vie. Mais t'as raison. Non, mais t'as raison. J'ai pas d'autre objectif que kiffer ma vie. Ouais. Et c'est pour ça, j'ai juste mon rapport à plein de choses qui a changé. Avant, je voulais absolument être en couple. Avant, je voulais absolument être connu. Tu vois, non, mais en fait, je veux juste kiffer ma vie. Et t'es heureux là ? Ouais, de ouf. Ok, cool. Après, le but, c'est pas d'être heureux, hein, parce que des fois, il y a des jours, t'es pas heureux. Hein. Bah bien sûr. Non, mais il y a des moments où ça va pas. Moi, mon objectif, c'est d'être en paix avec ce qui se passe. Et que, en fait, chaque jour, je me dise, trop cool, il y avait un jour de plus. Mais t'as de la chance de quand même pouvoir vivre de ta passion. C'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Enfin, tu vis de la danse, tu vis de ton art. Est-ce une chance de vivre de sa passion ? Ah, je sais pas. Tu sais que je me suis posé la question. Parce qu'avant, ça a toujours été aussi un des objectifs. C'est, je veux vivre de ma passion, je veux vivre de sa passion, ça a aussi des inconvénients. Ouais. Et donc, je suis pas sûr que ça soit forcément le bon moyen. Qu'est-ce qui se passe quand tu vis de ta passion ? Ça veut dire que ce qui te ramène de l'argent, c'est ta passion. La plupart du temps, les plans où ça te ramène de l'argent, à part si tu es Chris Brown et que tu montes sur scène pour faire ta propre musique, ce qui te ramène de l'argent, c'est souvent les plans les plus relous. Ouais, ceux que tu veux pas faire. C'est ceux qui ramènent le plus d'argent. Et donc, du coup, il y a un truc où il y a un espèce d'équilibre à avoir entre ta passion qui te ramène de l'argent et ce que tu veux vraiment faire pour toi. Et tu peux tomber très vite dans je fais que des plans pourris parce que ça me rapporte de l'argent et je fais plus rien pour moi. Et donc, du coup, ta passion, ça devient une corvée. Et ton rapport même à ta passion, il est biaisé. Donc, je sais pas si c'est forcément une chance. Il y a des gens qui ont un travail autre que leur passion et qui vivent beaucoup mieux leur passion parce que leur passion, c'est plus leur travail. Pour eux, c'est genre, je fais ce que j'aime et ce qui est bien avec va arriver. Et donc, du coup, ton rapport à ta passion, il est juste pur, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai de la chance, je fais que des trucs qui me plaisent. C'est très rare, là, aujourd'hui, hein. C'était pas le cas avant. Oui. C'est très rare où je fais... C'est très rare où je fais un plan que j'aime pas du tout, où j'arrive à lui trouver une qualité qui fait que je passe un bon moment. Ouais. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Ok, cool. Mais en tout cas, c'est cool que là, tu es dans un bon mood et que tu vives les instants présents de la bonne façon. Et, en tout cas, tu m'as invité au bon moment. Hein. Ouais. Un an plus tôt... ça aurait été dépressif. Moi, je pense que j'aurais fait semblant, mais ça aurait pas été pareil. Ouais, hein. tu serais peut-être pas venu. Ah si. Ok.
Bah non, mais Mais- moi, tu sais, le fait que tu m'invites pour que je parle, Hmm. je, je, je prends ça très très au sérieux, tu vois. Ouais. Je me dis, ah ouais, bah merci, tu vois. Genre, tu portes de l'intérêt à ma vie, à mes expériences. Bah, justement, pour te remercier, je vais venir. Et nous, on te remercie d'être là aussi parce que c'est ce qu'on veut transmettre avec ce podcast, c'est d'inviter des gens qui ont des passions, qui peuvent les transmettre à d'autres. Il y en a qui se posent des questions peut-être. Je suis en train de danser, j'ai 16 ans, 17 ans, ou 20 ans, 25 ans. Est-ce que je dois continuer? Et avec tout ce que tu as vécu, ils peuvent s'identifier sur certaines choses que eux-mêmes peuvent vivre à certains moments et répondre à leurs questions qui n'ont pas l'occasion de te parler parce que bah, tu peux pas répondre à tout le monde. Et à travers ce podcast, donc vraiment merci d'être venu. Je t'en prie. C'était super cool. Moi, j'ai passé un super moment. Bah, je te remercie, moi aussi. J'espère aussi. Euh, donc c'était Waskar Alcon de The Rookies, champion d'Europe, champion du monde de hip-hop, pardon. C'est ça. Dans Parlons peu, parlons passion. Je mettrai les liens de tous tes réseaux sociaux, de ta vidéo Kaizen qu'il faut surtout aller voir dans la description. Donc n'hésitez pas à écouter ce podcast. Donc pendant qu'on tourne cet épisode, nous on la sortira juste avant Noël. Donc ce sera un peu le cadeau de Noël de notre communauté. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Merci de nous avoir écoutés dans Parlons peu, parlons passion. Vous nous avez écoutés dans votre voiture, au travail, chez vous, en train de cuisiner. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify, Deezer, pour pas louper les nouveaux invités qu'on va recevoir. Des invités d'une grande classe, aussi grande que Waskar. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important pour qu'on puisse avoir de nouveaux invités, toujours plus intéressants les uns que les autres. Merci à vous et abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux qu'on peut avoir. C'était Waskar Alcon dans Parlons peu, parlons passion.